Il a le recul du temps et de l'expérience, député européen pendant 20 ans, ministre des Affaires européennes au moment de la cohabitation entre Édouard Balladur et François Mitterrand. On est au début des années 90 et puis il sera ministre du budget sous Jacques Chirac à partir de 1995. Alain Lamassoure est aussi une figure locale importante puisqu'il a présidé et fondé la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz et l'Eurocité basque Bayonne-Saint-Sébastien, où il a exercé ses responsabilités dans les années, pareil, 90-2000. On peut dire qu'il a quitté la politique en 2019, au moment où il ne s'est pas représenté. Alors les questions qui se posent avec Alain Lamassoure, c'est que peut-on attendre de l'Union européenne ? Pourquoi un tel désaveu qui risque de faire en sorte que l'élection du 9 juin soit un référendum anti-Macron ? Quelles sont les promesses qui ont été tenues de l'Union européenne ? Lui a beaucoup de choses à nous dire sur son expérience et sa vision des choses. Bonjour Alain Lamassoure. Bonjour. 20 ans au Parlement européen, mais vous auriez pu durer plus longtemps ? Oui, il y a un moment où quand même dans la vie, il faut savoir passer la main à la jeune génération lorsqu'on a le sentiment qu'on a apporté tout ce qu'on pouvait apporter. Et je dirais aussi qu'on n'apprend plus rien là où on est. Il faut aller ailleurs pour apprendre autre chose et essayer d'apporter autre chose. Vous avez connu les grandes heures de la politique où les partis encore structuraient un peu l'imaginaire des choses et où il y avait encore peut-être une dynamique européenne aussi dans les années 90 en particulier. Oui, je dirais qu'elle est beaucoup plus forte aujourd'hui. Alors justement, c'est le paradoxe, expliquez-nous. C'est le paradoxe. D'abord, nous sommes à Radio Notre-Dame. Je vais employer le mot miracle. Je ne l'emploie pas qu'à Radio Notre-Dame, mais je tiens à l'employer chez vous. Il y a un miracle européen. Les pères fondateurs de l'Union européenne, donc Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, avaient un rêve, une utopie, qui était essayer d'inventer entre nos pays un mode de relation qui rende désormais la guerre impossible. Je rappelle que les fauteurs des deux guerres mondiales étaient des pays européens. Et au lendemain de ces catastrophes absolues, ils ont conçu une construction politique. Ils ont lancé une construction politique, ils ne savaient pas trop à quoi ça ressemblerait, mais ils lançaient la démarche pour atteindre une utopie qui, dans leur esprit même, était totalement utopique, c'est-à-dire n'avait aucune chance de réaliser, qui était la paix européenne. Et ce qui est extraordinaire, et que personne ne relève pratiquement, c'est qu'un demi-siècle après, l'utopie est réalisée. La construction politique n'est pas achevée, mais l'utopie est réalisée. La paix européenne, qui n'est pas simplement une absence de guerre, mais qui est la réconciliation entre nos pays. Et je travaille beaucoup avec des historiens depuis quelques années, et ils sont tous d'accord pour dire, dans l'histoire de l'humanité, l'homme étant l'homme, et que des pays voisins soient réconciliés entre eux, et après s'être considérés pendant des siècles comme des ennemis héréditaires, tout simplement parce qu'ils étaient voisins, mais qui se considèrent aujourd'hui comme membres d'une même famille, il n'y a pas de précédent historique. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent ailleurs sur les autres continents. C'est un miracle. Quand on pose la question aux Français, on fait des sondages de ce genre qu'on appelle les eurobaromètres périodiquement. Quel est à votre avis le peuple le plus proche du peuple français ? 2 Français sur 3 répondent spontanément, naturellement le peuple allemand. C'est inouï. Mon père s'est battu contre les Allemands dans la résistance en 1940, mes 2 grands-pères en 14, mes arrière-grands-pères en 1870, et chacun de nous pourrait dire ça, et les Allemands peuvent dire la même chose. Quand on pose la question aux Allemands, alors il y a 20 ans, ils répondaient, 2 Allemands sur 3 répondaient le peuple français. Et maintenant, ils sont très embarrassés en disant, mais attendez, on est entouré d'amis. On a les Français, mais on a les Belges, mais on a les Hollandais, mais on a les Danois, mais on a les Tchèques, mais on a les Polonais. C'est un miracle. Moyennant quoi, la construction n'est pas achevée. Et après ce miracle qui a été la grande œuvre, si je puis dire, de la première phase de la construction européenne, disons jusqu'à la fin du XXe siècle, nous nous rendons compte que nous avons bâti une entité politique originale qui répond aux besoins différents du XXIe siècle. Au XXIe siècle, nous sommes en face de défis mondiaux très différents. Nous avons en face de nous des puissances, des superpuissances, puissances américaines, puissances chinoises, dont certaines sont plus ou moins hostiles. Nous avons à traiter ensemble un problème commun à l'humanité qui est le réchauffement climatique, et naturellement, chacun dans son coin, on est impuissant.
Nous avons à faire face, hélas, depuis 2 ans, à tout d'un coup la réapparition de la tentation de la guerre auprès du grand voisin russe qui, au-delà de l'Ukraine qu'il veut annexer, menace en réalité nos valeurs communes. Et puis nous avons aussi un formidable enjeu qui sera sans doute l'enjeu principal de la deuxième moitié du siècle, c'est la relation Europe-Afrique. C'est un autre sujet dont on parle très très peu, la démographie. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 3 générations? Je prends mon exemple familial, mon père, moi, mon fils. Quand mon père est né, un être humain sur 5 était européen. L'Europe était un continent relativement très peuplé. Un être humain sur 20 était africain. L'Afrique était un continent sous-peuplé. Et selon les mœurs de l'époque, début du XXe siècle, l'Europe a colonisé l'Afrique. Quand mon fils est né, aura l'âge que j'ai aujourd'hui, dans 25 ans, la proportion sera exactement inverse. Un être humain sur 20 sera européen, l'Europe se dépeuple et vieillit. Un être humain sur 5 sera africain. Question, quelles seront les mœurs internationales dans 25 ans? Ça dépend de nous, ça dépend de la nouvelle génération. Mais je dois en déduire que l'Afrique va coloniser l'Europe alors. Et voilà, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Et par contre, ce que nous devons faire, et c'est la tâche des jeunes générations, de nos enfants, c'est de faire preuve d'autant d'imagination, de créativité et de courage politique pour inventer entre le vieux continent, plein de sagesse, espérons-le, mais un peu aborti, et la jeunesse du monde, qui est en Afrique sud-saharienne, un type de relation qui permette d'additionner nos atouts respectifs au lieu d'avoir des relations compliquées, chaotiques, des mouvements migratoires ou des guerres civiles ici ou là. Voilà. Donc on se rend compte qu'au fond, cette Europe qu'on a bâtie pour la paix, non seulement elle nous a offert la paix entre nous, la réconciliation entre nous, mais elle correspond à un mode d'organisation qui permet à nos pays de peser sur les affaires du monde, de leur poids additionné, alors que si on était séparés, nous serions totalement impuissants face à ces phénomènes gigantesques. Alain Lamassoure, vous dites que le Parlement européen, en fait, a connu une destinée qui n'était pas du tout celle que vous lui aviez prédite quand vous avez commencé dans les années 90. Parce que vous avez connu Maastricht quand même, vous étiez au cœur de Maastricht. Absolument, et je suis entré au Parlement européen pour la première fois en 1989. Ça m'a valu d'ailleurs, par coïncidence, mais évidemment ça m'a beaucoup marqué, d'être à Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989, c'est-à-dire j'ai vu le mur de Berlin tomber. Et phénomène, soirée extraordinaire, parce que tous les témoins ont compris que ce jour-là, c'est un monde qui s'écroulait. C'est le communisme qui s'écroulait, c'est la guerre froide qui s'achevait, et c'est du coup un autre monde qui apparaissait. À l'époque, l'Europe était essentiellement commerciale, économique, elle n'était pas encore monétaire, elle n'était pas politique. Elle avait un Parlement européen, parce que comme nous sommes des démocraties, quand on bâtit quelque chose qui prend des décisions en commun, on a besoin quand même de représentation directe des peuples, mais le Parlement européen avait peu de pouvoir. Il avait peu de pouvoir, il adoptait beaucoup de résolutions dans lesquelles il donnait des leçons de morale au monde entier. Et puis, traité après traité, le Parlement européen s'est battu, et les partis politiques pro-européens se sont battus, pour que le système devienne vraiment démocratique, vraiment parlementaire. Et depuis le traité de Lisbonne, j'étais un de ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce traité, a établi un régime politique parlementaire ressemblant à un système fédéral sans le nom, c'est-à-dire que pour qu'une règle européenne, pour qu'une loi européenne applicable à tous les Européens soit valide, il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes par le Parlement élu directement par les citoyens et par la représentation des gouvernements des pays qui constituent l'Union. Il n'est pas la fédération, mais qui est l'Union, la famille européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Et dans ce genre, le Parlement européen s'est organisé, remplit une fonction extraordinairement importante et extraordinairement efficace. Et dans ma vie politique, j'ai exercé tous les mandats électifs français, sauf 2. Sénateur, je n'ai pas été sénateur, je n'ai pas été président de la République. J'ai exercé tous les autres.
Et j'ai fini par achever ma carrière politique pendant les 20 dernières années au Parlement européen. Pourquoi ? Parce que, je me suis rendu compte que c'est là, à Bruxelles, dans la famille européenne, que se prennent les décisions importantes pour notre avenir. La transition écologique, la transition numérique, tous les textes qui nous permettent d'avoir les avantages de la cascade de révolution technologique numérique sans avoir les inconvénients. Aujourd'hui, hélas, la résistance à l'offensive russe et à toutes les menaces qui pèsent sur notre modèle, ça se décide au niveau européen. Et la deuxième chose qui est frappante, c'est que le Parlement européen, qui est en position de responsabilité, dont les membres, quel que soit leur pays d'origine, quel que soit leur parti politique, ressentent sur leurs épaules la responsabilité de l'avenir commun du continent européen, ils aboutissent à des compromis. Ils aboutissent à des textes qui sont de qualité variable, bien entendu, nous sommes des êtres humains, mais qui ont le mérite de traiter les vrais problèmes au niveau où ils doivent l'être. Et pour donner un seul exemple, Allez-y. le même jour, sur le même sujet, c'est-à-dire la maîtrise des flux migratoires, on a eu à l'Assemblée nationale française le vote d'un texte honteux, ni fait ni à faire, qui d'ailleurs a été annulé aux 2/3 par le Conseil constitutionnel peu après, et Donc la loi immigration. la loi migration, et l'adoption à Bruxelles par les 27 chefs d'État et de gouvernement d'un côté et le Parlement européen de l'autre, à l'unanimité Du pacte migratoire. Oui, c'est-à-dire du pacte asile et immigration qui se propose d'être un cadre commun de règles communes à l'ensemble des pays européens. En clair, le Parlement européen est beaucoup plus efficace que le Parlement français, c'est ce que vous estimez. Voilà, que le Parlement français, alors on peut dire que le Parlement français est dans une situation un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité, donc il a du mal. Mais si on compare aux autres parlements nationaux, qui ne sont pas dans la même difficulté que le Parlement français, le Parlement européen est infiniment plus efficace. Et notamment si on compare au très prestigieux Congrès des États-Unis, alors on compare au Bundestag, mais au Congrès des États-Unis, nous avons beaucoup de relations, on se compare, on se visite mutuellement le Congrès des États-Unis. Le Parlement européen est infiniment plus efficace que le Congrès des États-Unis, qui est une chambre prestigieuse, archaïque et paralysée. Et alors là, vous m'étonnez quand même. Parce que le Congrès, c'est quand même le socle de la République américaine aux États-Unis. Oui. Et le Parlement européen ne passe pas du tout pour aujourd'hui le socle politique même de l'Union. Exactement, mais non, c'est clair. On a l'impression qu'il a un rôle de strapontin, alors que vous dites au contraire, il a gagné en puissance, en pouvoir. C'est là que les décisions se prennent. C'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est la Commission qui a le pouvoir, le monopole du droit d'initiative ? Est-ce que le Parlement européen peut faire une proposition ? Oui, alors, sur le cas aujourd'hui. Sur le monopole, il y a beaucoup d'incompréhension. Juridiquement, la Commission a le monopole, c'est-à-dire que le Parlement européen ou le Conseil des ministres ou le Conseil européen ne peut travailler sur un sujet donné que sur la base d'un texte qui est fourni par la Commission européenne. Donc là, le Parlement est quand même exclu. La Commission européenne a le monopole juridique, c'est elle qui rédige le texte. Par contre, l'initiative politique, le Parlement européen ne cesse de prendre l'initiative politique en adoptant un texte qui dit résolution dans lequel il demande à la Commission européenne d'agir dans certains domaines ou de cesser d'agir dans certains domaines ou de modifier un texte existant. Mais elle peut dire oui ou non. Elle peut suivre ou ne pas suivre. Mais comme la Commission dépend du Parlement européen, comme le Parlement européen, il lui est arrivé une fois de renverser la Commission européenne, comme c'est le Parlement européen qui investit en début de mandat la Commission européenne et qui met des conditions à cette investiture, et bien, par exemple, lors de la dernière investiture donnée à la présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, elle s'est engagée à suivre systématiquement les préconisations du Parlement européen. Donc le Parlement européen a un pouvoir assez considérable. Et pour vous donner un exemple concret dans cette comparaison avec le Congrès des États-Unis, j'ai présidé la commission des budgets du Parlement européen. Tous les ans, le Parlement européen adopte son budget. Aux États-Unis, quand je suis allé il y a quelques années pour me comparer avec mon homologue américain, évidemment, quand on comparait les chiffres, son budget était infiniment supérieur au mien. L'Union européenne a un grand pouvoir normatif de faire des règles, mais un trop petit pouvoir budgétaire. Par contre, ça faisait 15 ans
que le Parlement, le Congrès des États-Unis, n'avait pas été capable d'adopter le budget annuel. Or, c'est un seul pays, une seule langue, 2 partis politiques, incapables d'adopter le budget annuel. Nous sommes 27 pays, 24 langues, 8 groupes ou 6 groupes parlementaires au Parlement européen représentant des dizaines de partis politiques. Tous les ans, nous adoptons le budget et nous avons, sur des sujets brûlants extrêmement compliqués, le pacte asile-immigration, la loi, le règlement sur la protection des données ou sur les services numériques, la transition numérique. Nous avons adopté des textes qui sont révolutionnaires, qui sont politiquement hypersensibles, que curieusement, certains de nos pays, dont la France, auraient du mal à faire voter comme loi nationale par leur Parlement national, mais qui, une fois qu'on se réunit tous à Bruxelles, sur lesquels nous arrivons à trouver un accord. Alors, Alain Lamassoure, une réponse rapide parce que j'ai encore beaucoup de questions. C'est la question que je pose en fait quasiment à tout, même si vous n'êtes pas candidat, je vous la pose. Est-ce qu'il faudrait faire comme en Allemagne? Apparemment non, si je vous écoute. C'est-à-dire, avant qu'une disposition arrive devant les autorités européennes, que ce soit discuté au Bundestag, ce que font les Allemands, avant de s'engager sur le terrain européen, on en discute au sein du Parlement national, alors qu'en France, on ne le fait pas. La France envoie tout de suite un texte, on peut dire, où envoie une décision, une prise de position déjà à l'Europe sans la discuter d'un point de vue national. Ah ben, j'y suis d'autant plus favorable que je l'avais proposé et que nous avons introduit à mon initiative dans le règlement, dans la Constitution française, à l'article 88, et dans le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, disposition créant une commission des affaires européennes dans chacune des assemblées françaises, et cette commission étant habilitée à avoir des débats, éventuellement à faire des votes indicatifs, avant que le gouvernement français soit saisi d'un texte européen à Bruxelles. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu alors? Ben ça a eu lieu. On a commencé à le faire quand j'étais ministre des Affaires européennes. Donc Édouard Balladur était Premier ministre, et c'était le tonitruant Philippe Séguin, qui n'était pas un amoureux de l'Europe, qui présidait l'Assemblée nationale. Et je m'étais mis d'accord avec lui. Et avant chaque grand débat à Bruxelles, et chaque fois qu'il y avait une réunion importante du Conseil européen ou du Parlement européen sur un texte important, Philippe Séguin organisait un débat en plénière à l'Assemblée nationale, et le gouvernement venait présenter sa position de départ, tous les groupes politiques en discutaient, et il y avait une résolution qui était votée par l'Assemblée nationale qui recommandait au gouvernement de défendre telle ou telle position. Donc c'est possible, ça s'est fait, et puis les successeurs n'y ont pas accordé d'importance. Mais les Allemands continuent de le faire. Mais pas seulement les Allemands. Prenez le cas, par exemple, un cas qui est tout à fait extraordinaire et très intéressant, des Finlandais. Les Finlandais ont créé aussi, au sein de leur Parlement, les Eduskunta, une commission des affaires européennes, qui est constituée des présidents de toutes les commissions parlementaires du Parlement finlandais. Cette commission se réunit avec le Premier ministre finlandais, puisqu'en Finlande, c'est le Premier ministre qui représente le pays au Conseil européen, reçoit donc le Premier ministre, lui donne un mandat de négociation, en tout cas approuve le mandat de négociation qu'il propose, et ça va beaucoup plus loin. Pendant la négociation, s'il apparaît que, pour les besoins d'un compromis, le Premier ministre finlandais est obligé de transiger, ce qui est la vie ordinaire dans le mode de travail européen, à ce moment-là, il téléphone, ou maintenant il a un contact visio avec cette commission qui se réunit en permanence pendant le Conseil européen pour lui demander l'autorisation de passer outre. Donc, beaucoup de nos partenaires ont associé bien mieux que nous le Parlement national à ce qui se fait à Bruxelles. Et c'est évidemment excellent, parce que dans beaucoup de domaines, nous avons intérêt à coordonner ce qui est décidé à Bruxelles et ce que nous décidons au niveau européen. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est extrêmement réducteur, Alain Lamassoure, de dire qu'on a l'impression que la haute fonction publique française dirige la France en se servant de l'Europe en quelque sorte et passe outre un petit peu l'avis des Français, d'où un essor du populisme très fort chez nous et peut-être plus fort que dans certains pays européens?
Oui, je dirais, c'est pas la haute fonction publique française. Il y a un mythe sur la haute fonction publique. J'étais moi-même haut fonctionnaire avant d'avoir des responsabilités politiques. Non, ce qui est vrai, c'est que nous avons tendance. Alors là, c'est pas uniquement français, hein, nos partenaires font pareil. Nous avons tendance à renvoyer à Bruxelles des décisions impopulaires. Alors, exemple type qui m'a beaucoup gêné dans ma carrière politique quand je représentais au Parlement européen le Grand Sud-Ouest. L'interdiction des chasses traditionnelles, notamment dans le Grand Sud-Ouest, c'est un règlement européen de 1979, dont on s'est rendu compte bien après coup que ce n'était pas du tout une initiative des fonctionnaires de Bruxelles, qui se fichaient totalement des chasses en France. C'était une initiative du ministère français de l'Environnement, qui voulait, sous la pression des écologistes, faire interdire ces chasses, qui n'avait pas le courage politique de le faire, et donc qui est passé par Bruxelles. Il y a Par de l'acheter. Un peu par par l'acheter. l'acheter. Oui, 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 absolument par l'acheter. Absolument. Alors, il faut dire que de manière générale, et ça aussi, ça n'est pas spécifiquement français, c'est vrai dans tous les pays, une fonction non écrite, mais remplie dans tous les pays par l'Union européenne, c'est d'être le bouc émissaire de tout ce qui va mal dans nos pays Ouais. nationaux. Alors comment justement, je vous pose la question, comment j'ai parlé de référendum anti-Macron et tout le monde pense que ça va être un petit peu ça, les élections européennes. Comment se fait-il que la conscience politique du citoyen français n'ait pas évolué, ne se soit pas développée en 20 ans en prenant en compte tous les acquis que vous avez mentionnés et qu'on en soit resté finalement à un état de l'opinion qui est assez proche de celui des années 90, même encore pire, puisque vous avez eu le rejet du traité de constitution de 2005, et qui fait qu'on a un ressentiment anti-européen qui demeure fort chez une partie de la population, en particulier celle qui se sent déclassée. Comment ça se fait, Alain Alors, Lamassoure? Il nous reste 2 minutes. d'abord, dans tous les pays, les élections européennes sont jugées comme des élections secondaires. Les élections principales, c'est les élections nationales, présidentielles chez nous, législatives ailleurs. Et donc, c'est l'occasion pour les mécontents de se défouler. Donc, c'est le rôle des midterm elections aux États-Unis. Et donc, dans presque tous les cas, partout, c'est le gouvernement au pouvoir qui perd les élections européennes. Deuxièmement, il ne faut pas croire que les Français sont désabusés vis-à-vis de l'Europe, dégoûtés vis-à-vis de l'Europe et moins européens qu'il y a 10 ans. C'est le contraire. Parce qu'il y a eu ce que j'appelle l'effet pédagogique des crises. Nous avons connu une cascade de crises invraisemblables, complètement imprévisibles dans des domaines complètement différents. Il y a eu la crise migratoire, il y a eu la crise financière mondiale, il y a eu la pandémie, les conséquences économiques de la pandémie, l'arrêt complet pendant 3 mois de toutes nos entreprises, il y a eu la guerre d'Ukraine, les conséquences de la guerre d'Ukraine, etc. Face à des phénomènes de ce genre, tous nos concitoyens, y compris les électeurs d'extrême droite ou d'extrême gauche, dans tous nos pays, ont compris que si l'Union européenne n'est pas au premier rang, nous sommes impuissants. Ça ne veut pas dire qu'elle doit s'occuper de tout, mais elle doit être au premier rang. Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, les partis traditionnellement xénophobes, populistes, anti-européens, ont un discours qui n'est plus anti-européen et disent « oui, 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 l'Europe c'est important, nous voulons faire avancer l'Europe, mais nous voulons une Europe différente. » Mais moi, ça me va très bien. Du moment qu'on a le vrai débat, c'est déjà une évolution qui est une évolution positive. Merci beaucoup Alain Lamassoure d'être venu ce matin dans notre émission Grand Témoin. Je rappelle que vous étiez ministre délégué aux Affaires européennes, ça remonte, mais votre expérience de 20 ans au Parlement européen est riche aussi d'enseignements pour nous. Merci beaucoup et bonne journée.